Salut les devins, c'est Saikyo. Bien que la nuance ait tristement tendance à disparaître de ce monde, je suis convaincu qu'il n'y aura aucun malentendu lorsque je vous dis, dès à présent, que cet épisode numéro 4 de la guerre sanglante millénaire de Bleach était très bon, mais à mon sens, nettement inférieur à ses prédécesseurs. Il affiche selon moi plusieurs défauts et manquements à l'ensemble des scènes qu'il devait dépeindre, liés au chapitre 494 à 499 du manga originel Bleach, mais il les combine habilement à de belles qualités, que je souhaite commencer par saluer dès maintenant. Cet épisode m'a happé et a su toucher mon cœur de passionné et de fan, et cela repose sur 4 piliers majeurs. Premièrement, sa mise en scène et sa réalisation partiellement efficace, on y reviendra ensuite, l'ambiance monumentale qui y règne du début à la fin, la performance des comédiens de doublage qui devient presque une habitude mais il faut la saluer, et finalement la bande son qui est paradoxalement tout aussi malaisante que réussie, car c'est en effet son but de nous déstabiliser face à une Soul Society qui l'est elle-même en plein dysfonctionnement et effondrement. C'est beaucoup de beaux points positifs, me direz-vous, et vous auriez totalement raison de le faire. Mais avez-vous déjà goûté à un plat concocté avec amour par un membre de votre famille par exemple, ce bon petit plat d'antan que il ou elle sait si bien faire, et à vue d'œil tous les ingrédients sont réunis. Les ustensiles sont ceux d'autrefois, voire même certains ont été améliorés sur le plan technique, la coloration et l'odeur du plat vous mettent totalement en appétit, et lorsque vous le goûtez, le plaisir est bien présent, sans aucun doute, mais pas autant qu'auparavant. Alors serait-ce par nostalgie ? Après réflexion, non, clairement pas. Alors d'où vient le souci ? Après tout, vous ne savez pas vraiment, ce n'est pas vous qui cuisinez cette recette habituellement, vous ne la maîtrisez pas sur le bout des doigts, même si vous êtes un fidèle habitué lorsqu'il s'agit de la consommer. Alors au final, vous vous rendez compte que même si cela est subtil, c'est très important d'avoir un bon équilibrage au niveau des épices, car peut-être que cette fois-ci ce proche ayant cuisiné pour vous a peut-être eu la main un petit peu plus légère qu'à l'accoutumée. Et une fois cela ajusté, tout redevient merveilleux. C'est typiquement ce que j'ai ressenti ici, durant le 4e épisode de Bleach, avec l'espoir que les ajustements nécessaires soient réalisés à l'avenir pour que la dégustation, soit ici le visionnage de la suite de la série, soit au niveau qu'il mérite après tant d'années d'absence. Alors avant d'apporter quelques éclairages au fond de ma pensée, je préfère immédiatement illustrer avec un comparatif assez flagrant. N'avez-vous pas vu, perçu ou même ressenti des différences majeures de traitement, de qualité donc, entre les phases se déroulant au Wekumundo, autour d'Ichigo et de Killgeopi notamment, par rapport à celles se déroulant à la Soul Society, avec toute la bande de Shinigami et de Sternritter. Celle au Wekumundo n'était-elle pas à peu près de qualité similaire à celle présentée durant le trio d'épisodes précédents, tandis qu'à la Soul Society, les craintes que j'avais suite à certains trailers dont je vous avais déjà fait part sur cette même chaîne YouTube, s'étaient ici transformées en réels défauts, crevant parfois l'écran. Bon, que vous l'ayez ressenti ou non, je vais m'atteler à mettre un peu plus de mots là-dessus. Premièrement, je pense mettre tout le monde d'accord en disant que lorsqu'un épisode est de base plutôt à court sur son temps, avec son opening, son ending, son illustration et poème de fin, tout en évinçant de manière très évidente totalement plusieurs passages du manga originel de Tite Kubo, pour justement gagner un peu de ce précieux temps, il devient en comparaison totalement ridicule et frustrant de commencer ce même épisode par environ 3 bonnes minutes de résumé des 3 précédents, épisodes que l'on avait d'ailleurs tous très bien en tête. Par contre, il aurait été judicieux de prendre quelques secondes supplémentaires pour rappeler ce qu'est le pouvoir qu'utilise Killge à la fin. Ce même Opi prononcera le terme de Ranso Tengai, mais l'explication ne semble pas évidente à premier coup d'œil, et il faut vraiment avoir Bleach en tête pour s'en rappeler, contrairement aux 3 premiers épisodes de la guerre sanglante millénaire. Le Ranso Tengai est la technique que Ishida Uryu avait utilisée dans les débuts de l'œuvre, qui lui permettait de se battre, de se mouvoir, même lorsque son propre corps avait atteint ses limites. Le Quincy, utilisateur de cette technique, va manier les particules spirituelles autour de lui, le Reishi, pour qu'elles viennent elles-mêmes faire bouger son propre corps, pour pouvoir aller au-delà de ses propres limites. Et l'expliquer aurait permis à la fois de rafraîchir les mémoires, mais également de mettre l'accent, même si ça l'était déjà visuellement, sur le fait que Killge était plus qu'au bout. Tandis que là, dans cet épisode, il a l'air plutôt d'une monstruosité qui ne ressemble presque rien et qui prononce le nom d'une technique en japonais dont les 3/4 des personnes ne comprendront rien ou l'auront oublié depuis le temps, et c'est bien normal. Si le Quincy en arrive dans cet état, c'est car de lui-même il ne peut plus livrer combat. Il utilise donc un moyen détourné de le faire, le forçant à prendre des risques encore plus démesurés. C'est presque là un aveu de faiblesse, surtout pour un gars comme Killge, qui a une fierté débordante et qui se pensait presque supérieur à tout le monde, y compris Aizen. Un des points qui m'a le plus attristé, je vous en parlais il y a quelques instants par rapport à cet épisode-là, c'est notamment au niveau de son animation du côté de la Soul Society. On fait face à une animation dans ces plans-là
qui est globalement assez raide, assez statique et très souvent trompe l'œil, exactement comme je le craignais suite à certains trailers. On pourrait être tenté de se dire que tout allait vite, tout bougeait très très vite, c'est faux. Uniquement certains points d'appui pour l'œil, pour nos yeux de spectateurs, bougeaient de manière relativement fluide, notamment les armes et les pouvoirs de certains personnages, et encore, ce n'est pas le cas pour tout le monde, dont notamment le fameux Senbon Sakura de Byakuya, qui à mon sens avait l'air de se mouvoir mieux qu'auparavant, mieux que dans le premier anime Bleach, mais avait quand même l'air plus terne et moins joli que dans ses précédentes apparitions. Même la couleur choisie, forcément fidèle au manga originel, m'a paru un petit peu plus étrange que celle que l'anime Bleach originel choisissait de base. Donc au final, on se retrouvera souvent sur une arme, un zanpakuto, une épée, un sabre donc, en plein mouvement, le membre d'un corps en plein mouvement, qui donne l'impression que toute la scène est rapide, mais c'est faux. C'est uniquement ce petit morceau-là d'écran qui reçoit une jolie mise en mouvement, mais pas le reste. Et je pense que chacun d'entre vous l'aura remarqué, que ce soit du côté de Byakuya face à Asnoth, le combat de Renji, les petits échanges qu'il y a eu du côté de Soifon, du côté de Hitsugaya, c'était encore plus mou. Et ajouter à cela le fait que les dessins subissaient quasiment le même traitement. C'était plutôt respectueux du côté du Wekomundo, ça l'était beaucoup moins du côté de la Soul Society avec pas mal d'inégalités. Alors on ne demande pas, et je ne demande pas en tout cas, à ce que ça soit absolument parfait en tout temps et tout plan, mais je pense que l'on pouvait faire quand même mieux que durant cet épisode 4, étant donné que les 3 premiers sont là en guise de preuve et l'ont fait de manière un petit peu connectée. Il y a aussi des scènes marquantes qui reçoivent un traitement correct, mais pas exceptionnel. Et c'est dommage, car au final, dans quelques temps, avec la postérité qui touchera cet animé, elles ne seront pas retenues dans les mémoires. Dans ce format d'animation, en tout cas, contrairement au manga. Il y avait une belle tentative sur l'espèce de headshot que se prend Asnoth, mais au final, ce jeu d'ombre sur fond bleu était quand même très rigide, même si la scène avait un minimum d'impact. Celle du vol des Bankai était pas si mal que ça, mais malgré tout, qui s'en rappellera plus tard? Dans la version animée, je pense pas grand monde. Et surtout, là où je voulais en venir, du côté de Kyoraku face au fameux Sternritter Robert, la phase où ce dernier va activer son vol Standish et va foncer sur Kyoraku, ne le laissant même plus parler, voulant tout de suite en découdre, au point tel de tout d'abord l'érafler puis de lui crever un œil, cette scène-là pourra saisir dans l'instant une personne qui ne connaît que l'animé, mais elle ne pourra jamais marquer un lecteur du manga, et on sait tous à quel point ils sont très nombreux. Cependant, je noterai tout de même une certaine force à apporter à cette scène, un message un petit peu subliminal, le fait que Kyoraku Shunsui, et par extension la Soul Society, ne pourra pas mener le jeu comme elle aime bien le faire. Ici, Kyoraku ne pourra pas, entre guillemets, faire le malin, ni donner une envolée théâtrale à la scène, chose qu'il fait toujours habituellement. Sinon, il y perd plusieurs membres et, au final, la vie. Justement, en parlant de ces meurtres à la Soul Society qui se fait envahir, il y a eu plusieurs blessés. Et il commence à y avoir des morts majeures, mais au final, je ne sais pas pour vous, je retiens plus facilement dans ma mémoire celle des milliers de Shinigami dont on ne connaît pas le nom, sous forme d'ombre, avec un fond bleu encore une fois, on les voyait en souffrance et en pleine extermination, je les retiendrai plus facilement que celles de gars comme Sasakibe, Kira, le lieutenant, ou de ce qui est en train de s'abattre sur certains capitaines en l'état du 4e épisode. Alors peut-être était-ce volontaire pour qu'il n'y ait pas que les grands héros de guerre qui soient érigés en tant que tels, mais pour que tout le monde le soit, du plus petit Shinigami au plus grand. Et que l'on se souvienne de la Soul Society en tant qu'une et indivisible. Mais je me demande sincèrement si je ne suis pas là en train de chercher une symbolique là où il n'y en aurait pas vraiment. Autre point qui m'a déstabilisé, le temps que mettent les personnages à réagir dans des situations critiques, qui d'ailleurs était déjà un des défauts à corriger de cet arc en manga. Vous aurez remarqué qu'un Sternritter va accorder un temps fou à Hitsugaya Toshiro et Matsumoto Rangiku pour prévenir toute la Soul Society de ce qui est en train de se produire. Alors que de l'autre côté, Robert face à Kyoraku n'a pas perdu une seule seconde. Et pendant ce temps-là, que fait l'ennemi? Il regarde sagement, il s'assoit et regarde les capitaines contre-attaquer? C'est un petit peu étrange quand même. Sachant que ce cas de figure se reproduira aussi, avec un Asnoth totalement immobile face à Renji et Byakuya, les laissant s'organiser de plus en plus. Alors ça peut être une forme de vanité également, de se penser au-dessus de son adversaire, mais tel n'est pas le mot d'ordre donné par l'empereur Quincy. On l'a bien vu avec Baseby et Robert, on ne doit pas tergiverser. D'une certaine manière, le personnage féminin de Bambietta, même si elle discute pas mal, vous remarquerez qu'elle a quand même sauté à pieds jaunes dans l'action elle aussi. Alors ça peut être aussi perçu comme une forme de stratégie, pour laisser venir l'adversaire croyant s'être muni de toutes les meilleures cartes possibles pour muscler son jeu et le tacler d'un seul coup pour le faire tomber encore plus bas que terre. Malgré tout, cette mise en scène m'apparaît comme perfectible et c'est pour cela qu'en début de review, je disais qu'elle était partiellement réussie. Pour flirter avec le même registre, certains personnages meurt, comme le fameux sosie de Aizen, le Kajumaru Hidetomo, et pourtant il était normalement accompagné de 2 acolytes, aperçus dès le tout premier épisode de la série, personnage auquel il était un petit peu en train de faire la leçon lorsque
les Sternreiter ont envahi la Soul Society et que le fameux blondinet du groupe s'est approché de lui et l'a totalement découpé. Alors c'est intéressant de voir l'animé s'affranchir à ce point-là des censures. C'est intéressant d'ailleurs à la suite de voir le papillon de l'enfer venir communiquer avec certains capitaines, dont certains anciens Vizard, pour leur faire un état des lieux de ce côté-là de la Soul Society. Mais si l'on se ressent sur cette mort, qu'en est-il alors de ses deux compagnons ? Pourquoi ont-ils été totalement éclipsés à l'écran? Ils ne sont même pas montrés alors qu'ils étaient littéralement collés à lui durant l'invasion, et c'est probablement pour ne pas avoir à l'expliquer, ou alors à l'expliquer avec quelques artifices lorsque le moment sera venu plus tard et nous expliquant qu'ils ont réussi à s'enfuir ou autre. Mais ça fait tout de même bizarre. Alors ce développement m'amène à parler du rythme. Est-ce que cet animé Bleach souffre pour le moment d'un problème de rythme? Alors difficile pour moi d'y répondre avec si peu de matière, mais j'oserais prendre le risque de dire que non. Il est vrai que plusieurs personnes, parmi vous ou même dans un cercle un petit peu plus privé, m'ont parlé de leurs problèmes avec le rythme de cet animé-là et se sont sentis un petit peu mis sur le côté. Parfois ça va trop vite, parfois c'est un petit peu difficile à comprendre. Et en fait, j'ai pu faire ressortir un dénominateur commun à toutes ces personnes, c'est qu'elles sont toutes, sans exception, non lectrices du manga. Alors ce n'est pas du tout pour les incriminer, mais au contraire pour leur expliquer en toute modestie et en toute sympathie que dans ce même arc en version manga, tout va à peu près aussi vite que cela, et que c'est probablement volontaire pour que l'on se sente nous-mêmes, lecteurs et spectateurs, autant submergés que la Soul Society ne l'est. Elle n'est quasiment pas préparée, on l'a tous remarqué, et nous non plus lorsque l'on découvre l'histoire. De plus, toujours au niveau de ce rythme d'avancement, si certaines personnes sont inquiètes du fait que certains passages du manga originel sont supprimés, comme j'ai pu le soulever d'ailleurs en tout début de review, je répondrai tout de même que ce n'est pas extrêmement grave, étant donné que même si certains passages sont enlevés, d'autres sont ajoutés à cet animé-là. Alors lorsqu'il ne fait pas la bêtise d'avoir un résumé des 3 premiers épisodes en guise d'intro. Mais dans l'ensemble, cet animé-là s'affranchit de certains passages pour en acquérir de nouveaux. Et c'est finalement alors plus une question du ressenti et des goûts de chacun qu'un réel problème de rythme ou de non-respect par l'animé. C'est ma perception des choses au bout de 4 épisodes, mais on verra bien ce qu'il pourra en être dès que les suivants nous parviendront. Alors une fois toutes ces qualités et défauts mis en avant et développés, j'aimerais, et ça me tient à cœur, décerner quelques mentions spéciales et honorables. La mise en avant du Schrift de Kilge Opi, la lettre J pour Jail, se traduisant par prison en français, et vous aurez tous remarqué sans exception la prison dans laquelle se trouve Ichigo en fin d'épisode et la tension extrême qui s'en dégage. Il se trouve enfermé dans cette zone, à la croisée des mondes du Wekomundo et de la Soul Society. Il ne semble avoir aucune marge de progression pour s'en échapper, tandis que dans le monde des Holos, Urara Kisuke doit faire face à une représentation d'un nazi increvable qui se relève toujours de ses blessures, avec un plan sur Inoue et Chad qui est sublime, mais qui vient dépeindre à quel point ils sont blessés. C'est un passage assez sobre, mais graphique également en même temps, que j'ai beaucoup apprécié. Bon point du côté de la Soul Society, avec le gros plan sur le visage de Yamamoto décrépit. La guerre a lieu, la guerre et l'invasion commencent, mais il ne bouge toujours pas, comme s'il était pétrifié par la perte de contrôle sur la situation. Lui qui il y a quelques instants disait qu'il voulait presque envahir le camp inverse et trouver leur QG, ce sont finalement eux qui viennent à lui et beaucoup plus tôt que prévu. Les morts s'entassent par milliers à la Soul Society, des morts majeures seraient même à prévoir, et certaines se sont déjà produites, telles que du côté de Kira, et encore plus proche de Yamamoto, Sasakibe, dont il n'a même pas eu le temps de faire le deuil. Autre mention honorable face à ce sinistre désastre, nous avons un Urara Kisuke pleinement conscient du fait que l'on va lui annoncer quelque chose de la sorte, mais qui reste tout en classe et décontraction, ce qui est un réel bonheur à la fois pour les yeux et les oreilles. Il permettra d'ailleurs, bon point supplémentaire, d'expliquer un peu plus amplement les pouvoirs des Sternreiter, à l'image de l'épisode qui va approfondir le fameux Blut évoqué par Kilge durant le 3e et qui sera mis en démonstration par Asnoth face à Byakuya avec cette fameuse scène de l'œil qui résiste aux fleurs de cerisier de Senbon Sakura qui est assez classe. Itsugaya Toshiro appelant désespérément Yorinmaru, mais en vain, il n'est plus là, il a été volé, il ne répondra plus. L'entrée en scène de Abare Renji, qui me rappelle un petit peu l'orée des épisodes 16 et 17 de Bleach, posté en hauteur, alpaguant sa proie et saluant ici les propos d'un Shinigami de basse classe mais extrêmement loyal et courageux. La thématique de la peur d'affronter le Bankai, à laquelle Kilge sera le premier à répondre en prétendant que non, absolument pas, ce qui laisse quelques pistes scénaristiques ouvertes pour la suite. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le Zanpakuto de Mayuri est en train de baigner dans un drôle de liquide au sein
de son lugubre laboratoire personnel, ce qui devrait, je pense, vous tendre une perche supplémentaire. Il y a quelques semaines en arrière, je vous disais que cet animé m'a permis d'apprécier, entre gros guillemets, le personnage de Kilge. Eh bien, il en est désormais de même, mais sans les guillemets, au sens plus que littéral, pour Hakon. J'étais très indifférent, je ne vous le cache pas, à ce personnage-là, à la fois dans l'anime originel, dans le manga Bleach, et il était très légèrement remonté dans mon estime tout récemment avec le one-shot Enfer. Mais là, dans cet animé et surtout ce 4e épisode, aussi bien visuellement que par ses actions ou dialogues, le personnage m'est devenu beaucoup plus agréable et attire bien plus ma sympathie qu'avant. Enfin, les passages à la Soul Society, malgré tous les défauts que j'ai pu citer, défauts qui d'ailleurs n'appartiennent qu'à ma propre subjectivité, je pense qu'on en est tous conscients, eh bien je trouve permet de s'affranchir un minimum de ce fameux liseré coloré qui entoure constamment les personnages, qui est une marque de fabrique du réalisateur de la série, et qui vient ici donner une forme de respiration à l'apparence générale qu'arbore cet animé, ce qui le rapproche de temps à autre un peu plus de la direction artistique de l'anime Bleach, premier du nom. Ça donne une sorte de compromis entre les deux. Alors si mes espoirs sont maximaux pour les épisodes 4 et 5 par exemple, c'est car lorsque l'on connaît ce qui approche en manga, ils devraient être de vrais bijoux. Et j'espère qu'ils seront polis en tant que tels par les équipes des studios Pierrot, ce qui m'amène à l'ouverture en poésie de toute fin d'épisode 4 et à la preview du 5e épisode et les images qui en ont été révélées que je compte vous partager dès à présent. Poème énoncé directement par Sasakibe, personnage désormais défunt, mais qui a droit à une intervention supplémentaire au sein de cet animé-là, et qui va servir un petit peu à la fois de preview pour le prochain. Il nous dira qu'un vœu repose dans l'ombre d'un sol, le sol étant un type bien particulier d'arbre, même lorsque la foudre s'estompe. Poème très hautement symbolique, et je pense que ça parlera aux lecteurs du manga parmi vous, et ça parlera forcément à ceux qui regarderont les prochains épisodes, lorsque l'on voit déjà le titre du 5e de la semaine prochaine, qui s'intitule « La colère en tant que foudre » ou bien « La colère en tant qu'un éclair ». Une colère doit s'abattre dans le prochain épisode, et elle prendra la forme d'une certaine manière d'une foudre, nous dit-on ici, tandis que le poème fait état d'un vœu qui repose auprès d'un sol, qui peut nous renvoyer par exemple au vœu qu'avait Sasakibe pour la Soul Society, il repose désormais avec lui et qui perpétue dans cela même lorsque la foudre s'estompera. Je n'en dirai pas plus sur les tenants et aboutissants de cette foudre, mais je pense que vous avez tous eu de belles indications concernant le personnage qui devrait avoir toutes les envies de la faire retentir sous peu. Pour y voir un petit peu plus clair, tournons-nous du côté du 5e épisode, son titre vient de vous être détaillé, 5 images en sont révélées, et fort heureusement, elles ne vont pas dévoiler le gros morceau, il me semble bien, de ce que recèle ce duo d'épisodes 5 et 6. Peut-être ai-je dit 4 et 5 au préalable dans la review, je parlais bel et bien du 5 et du 6. On y voit Ichigo en train de lutter face aux parois de cette cage de Kilge Opi. Bien évidemment, rien ne nous est révélé ici sur les tenants et aboutissants pour s'en libérer. Le pourra-t-il? Cela paraît être une certitude même pour les non-lecteurs du manga, sinon l'œuvre y prendrait un terme. Mais en tout cas, comment peut-il se libérer d'une telle étreinte? Là est le mystère, et à vrai dire, ils l'ont bien posé dans le 4e épisode. Kutiki Rukia est en totale détresse, un plan assez joli, tout comme celui d'Ichigo d'ailleurs, qui nous renvoie directement sur son propre frère, qui lui est totalement ensanglanté, qui est dans une phase plus que descendante et qui ne semble en aucun cas prendre l'ascendant sur son terrifiant adversaire. Cette situation donne même des sueurs froides à Abara et Renji qui ne souffrent d'aucune blessure, mais c'est tout comme à la vue de son capitaine dans un tel état, tandis que le trio restant au Uekomundo, Chad, Orihime, Kisuke, sont tous les trois sous le choc. En tout cas, surtout du côté du duo masculin, car Inoue le semble un petit peu moins, comme si elle voyait un petit peu plus clair au travers de cette situation qui est en train de survenir. Mais ce n'est pas tout. Pour avoir encore un peu plus d'informations à son sujet, ce 5e épisode nous délivre son synopsis, sa preview. Il nous est dit que les Shinigami sont soulagés d'apprendre que Ichigo est en route pour les aider. Mais au sein de cette sombre dimension, Ichigo est piégé par les pouvoirs de Kilge Opi. Juste au moment où la communication avec le bureau de développement technologique semble avoir été coupée, les voix des Shinigami se font entendre. Au milieu de tous ces sons, de colère, des cris et du désespoir, des mots bien précis parviennent aux oreilles d'Ichigo. D'autre part, Kutiki Byakuya ordonne à son subordonné Renji de prendre la tête devant Asnoth qui a volé son Bankai et de déterminer les capacités de l'ennemi à partir de cette bataille. Inutile alors pour moi
de développer outre mesure par rapport à ce synopsis, mais je pense qu'il vient nous apporter un point de réflexion majeur, à savoir que si Byakuya Kuchiki se trouve dans cette situation-là physiquement, ce n'est pas simplement parce que sa défaite est en train d'être actée, mais c'est aussi parce qu'il a la lucidité de comprendre la valeur qu'aurait son sacrifice. Tel que le dit le synopsis, aidés de Renji, ils pourront déterminer les capacités de l'ennemi au travers et à partir de cette bataille. Il serait en quelque sorte là en train d'essuyer les marbres pour que ses compagnons Shinigami et capitaines en particulier puissent stopper l'invasion en cours et apaiser le monde dans lequel ils vivent de manière plus ou moins sereine habituellement. Mes très chers devins, cela met un terme à cette review. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant que cette preview et que mes points de développement auront été les plus clairs possibles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur cette chaîne YouTube et accessoirement peut-être un jour débloquer le Bankai. Merci à nouveau, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.